Alors, en 1970, les pays du Nord, les pays industrialisés, se sont mis d'accord qu'ils allaient contribuer 0,7% du produit national brut à l'aide au développement. Et depuis, c'est-à-dire combien d'années? 45 années, les pays dont le Canada, la majorité des pays n'ont pas atteint cette cible. Il y a la Norvège, la Suède, le Luxembourg peut-être, seulement ces trois-là, ou peut-être je me trompe, mais très peu de pays, ça change d'année en année, mais très, très, très peu de pays ont atteint cette cible. Et il est quand même pas trop difficile de le faire, c'est-à-dire c'est dans la capacité des pays industrialisés de contribuer cette somme. La majorité des pays se sont engagés à le faire, non seulement en 1970, mais à plusieurs reprises depuis, à des conférences internationales, etc. Mais ce qui manque surtout, c'est la volonté politique. Et pour moi, c'est simplement une question de volonté. Si les gouvernements veulent le faire, ils le feront. Ils peuvent établir des calendriers, comme l'ont fait, par exemple, récemment le Royaume-Uni, par exemple. Ils ont un consensus national. Tous les grands partis politiques étaient d'accord qu'ils allaient atteindre la cible de 0,7%. Et même sous un gouvernement conservateur, même dans des conditions d'austérité, ils ont protégé leur budget d'aide au développement et ils ont atteint en 2013 cette cible de 0,7%. C'est une cible qui est volontaire. Donc, il n'y a pas de punition, il n'y a pas d'amende à payer si un pays n'atteint pas la cible. Un problème pour les questions d'aide au développement en général, c'est que les gens qui vont en bénéficier sont des ressortissants d'autres pays, donc ne votent pas dans le pays en question. Alors, les gouvernements des pays industrialisés ont très peu d'incitatifs, ou les partis politiques ont très peu d'incitatifs directs si les gens qui vont en bénéficier sont dans d'autres pays, donc ne votent pas dans les élections. Par contre, il y a des pays où les électeurs se prononcent en faveur de l'aide au développement de façon relativement forte. Et c'est là qu'on voit que les partis politiques répondent à cette pression populaire. Et je crois que c'est grâce à un consensus national que des pays comme le Royaume-Uni ou la Suède ou la Norvège ont réussi à atteindre et dans certains cas dépasser cette cible de 0,7%. On peut s'opposer à l'idée que l'aide doit imposer certaines politiques. Et on reconnaît que l'aide efficace est une aide qui s'aligne sur les politiques nationales de développement. Alors, si un pays ne veut pas faire projet X, qu'un bailleur de fonds arrive et dise vous devez faire projet X, etc., ben là, il y aura moins de motivation, évidemment, de la part du pays en question de réaliser les objectifs. Donc, les pays du Nord se sont rendus compte que ça prenait vraiment une prise en charge locale des projets de développement ou des stratégies de développement. Alors, dans le passé, on a vu beaucoup d'impositions de politiques précises, par exemple l'ajustement structurel, qui a eu des conditions très mauvaises, des répercussions très mauvaises pour les pays en voie de développement. Et aussi, on voyait un rapport vraiment inégal nord-sud. On voyait vraiment qu'il y avait un rapport de force. Et de plus en plus, on reconnaît que cette relation est malsaine, que ça prend un vrai partenariat, une relation entre égaux. Alors, de plus en plus, le discours reflète cette idée de partenariat et que les pays du Nord vont s'aligner sur les priorités des pays en voie de développement. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on doit donner une carte blanche. Alors, si un pays veut prendre 10 millions de dollars de l'aide au développement et acheter un jet présidentiel, par exemple, ben, ça se comprend que les bailleurs de fonds ne veulent pas que l'argent qui est dévoué ou qui est désigné pour la lutte contre la pauvreté serve, par exemple, d'acheter quelque chose comme un jet pour le président. Donc, il est normal d'avoir certaines conditions. Mais la grande question, c'est combien de conditions et quelles conditions et comment les mettre en œuvre et que faire si les conditions ne sont pas remplies, etc. Et c'est là qu'on retourne à des rapports de pouvoir asymétriques et souvent malsaines. Une condition de base qui se comprend très bien, c'est que les contrats soient respectés. Donc, si on signe un accord pour l'aide au développement, que l'aide doit aller dans le secteur, je ne sais pas, de l'éducation pour payer les écoles primaires, construire les écoles primaires, etc., ben, l'argent devrait aller là et non pour acheter des châteaux en Suisse. Alors, s'il y a corruption, il est normal qu'il y ait des conditions contre la corruption. Cependant, il faudrait
une certaine dose d'humilité chez les bailleurs de fonds aussi, parce qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs dans le passé en recommandant certaines politiques dont les résultats s'avéraient très décevants, sinon très négatifs. Alors, trouver le juste milieu entre ne rien imposer et trop imposer est un choix très difficile. Ça va beaucoup varier de pays en pays. Et un grand défi aussi, c'est que les bailleurs de fonds se mettent d'accord. Que, par exemple, si le Canada ne veut pas financer X, mais le Royaume-Uni va le faire, ou les États-Unis, ou la France, alors à quoi ça sert que le Canada se retienne? Et de plus en plus, les bailleurs de fonds occidentaux ont peur que s'ils ne donnent pas l'argent, par exemple, pour l'infrastructure, les pays en voie de développement vont se tourner, par exemple, vers la Chine, qui sera très prête à donner de l'argent pour la construction d'infrastructures et qui, en général, ne pose pas de conditions à leur aide au développement. Un grand défi pour les bailleurs de fonds pour les programmes d'aide dans des pays fragiles ou des pays très pauvres, c'est que souvent les contribuables veulent voir des résultats. Ils veulent pouvoir dire nous avons contribué tant de millions de dollars et voici ce que nous avons réussi. Mais dans des conditions de conflit ou d'extrême fragilité, il est très difficile d'obtenir des résultats très rapides. Et donc, il faut trouver un genre d'équilibre entre le genre de pays où on peut avoir des résultats visibles, qu'on peut démontrer aux contribuables, voici ce que votre argent a fait, ou, et un équilibre aussi avec des pays plus pauvres où ils ont besoin d'aide encore plus, mais les résultats ne seront pas nécessairement aussi visibles ou aussi immédiats. Si on regarde les flux d'aide au développement, on remarque qu'il y a des patterns qui émergent. Par exemple, la France a tendance à beaucoup donner à des pays francophones, ou au Royaume-Uni a plus tendance à donner à des anciennes colonies britanniques. L'Espagne donne surtout l'aide au développement en Amérique latine pour des raisons historiques aussi coloniales, mais aussi linguistiques. On voit aussi le même genre de pattern qui émerge dans les nouveaux bailleurs de fonds, comme par exemple le Brésil, qui a tendance à appuyer des pays lusophones en Afrique, donc des pays qui parlent portugais. Et ça se comprend dans le sens où les gens ont certains liens culturels, historiques, etc. Mais d'autres vont dire qu'un problème particulier de l'aide au développement, c'est que c'est trop souvent lié à des critères qui ne relèvent pas en fait du développement, ni de la nécessité ou des besoins, par exemple le niveau de pauvreté, ni de la capacité de bien utiliser l'argent, mais plutôt des autres intérêts des bailleurs de fonds. Alors, par exemple, le Canada se tourne de plus en plus récemment vers l'Amérique latine et vers des pays à revenus moyens. Le Canada a coupé des programmes de développement dans les pays pauvres d'Afrique qui en avaient plus besoin et contribue beaucoup plus ces jours-ci à des pays avec lesquels le Canada a signé un traité de libre-échange ou à des investissements importants, notamment dans le secteur minier. Donc là, c'est un peu plus problématique. Le côté altruiste de l'aide au développement disparaît et on voit un intérêt propre émerger dans ce qu'on pourrait appeler la commercialisation. Alors, qui devrait aider les bailleurs de fonds? Il y a plein d'acteurs qui sont actifs dans le domaine du développement. Par exemple, on sait que le secteur privé, surtout les petites et moyennes entreprises dans les pays du Sud, sont celles qui sont les forces motrices du développement, qui vont créer le plus d'emplois. Il y a aussi les ONG, les organisations non gouvernementales, donc des organisations de la société civile, dans le nord et dans le sud, qui ont des liens privilégiés, qui sont beaucoup plus aptes à travailler au niveau de base. Mais aussi, il ne faut pas oublier les États. Les États sont des acteurs très importants dans le développement. Alors la question se pose, qui devrait-on privilégier? Et la réponse n'est pas facile parce que tout dépend des conditions dans le pays. Ça peut varier aussi au fil des années. Mais le premier récipiendaire, selon moi, devrait être l'État. On devrait partir de l'État parce que c'est l'État qui va assurer le cadre de développement national. C'est l'État qui va diriger les ressources. C'est l'État qui va mobiliser les capacités, le savoir-faire. Quand même, les stratégies de développement viennent des États. Alors, il faut appuyer les États. Il faut appuyer leur capacité non seulement à mettre en œuvre des politiques, mais aussi à réglementer ce qui se fait. Donc, par exemple, on ne veut pas laisser les firmes multinationales venir s'établir et faire n'importe quoi. Il faut quand même avoir des lois sur des conditions de travail, protection environnementale, etc. Donc, ça prend des États forts partout.
Donc, pour moi, le premier acteur, c'est l'État. Mais l'État n'est pas toujours en mesure d'atteindre toute la population. Et comme acteur complémentaire, il y aurait la société civile. Donc, celle du Sud, mais aussi celle du Nord, où il y a souvent des liens de collaboration très importants, et où ils arrivent à atteindre des populations que l'État n'atteint pas. Et c'est surtout vrai dans des conditions, par exemple, de dictature ou dans des zones de conflit ou post-conflit. Souvent, l'État n'est pas en mesure d'atteindre cette population. Donc, il y a une grande complémentarité entre les ONG et les États. Donc, je mettrais en deuxième place les ONG, mais dans certains pays ou sous certaines conditions, ça serait peut-être le meilleur acteur à appuyer. Et en troisième lieu, je dirais le secteur privé. Parce que le secteur privé, le but du secteur privé, c'est de faire du profit, c'est pas de réduire la pauvreté. C'est pas nécessairement le meilleur acteur. Toutefois, il y a des partenariats importants qui peuvent être faits, des partenariats quand même novateurs, intéressants. Mais il y a un danger. Le secteur privé est très à la mode en ce moment. Tout le monde parle d'appuyer le secteur privé, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, etc. Mais il y a une grande confusion aussi parce que on dit que, par exemple, c'est le secteur privé qui crée des emplois ou qui est vraiment la force derrière la croissance économique, et c'est très vrai. Sauf qu'on a tendance à confondre le secteur privé, les petites et moyennes entreprises du pays en voie de développement avec les grandes firmes multinationales. Alors, on va regarder, on va dire, alors ce sont les petites et moyennes entreprises qui créent les emplois, donc on devrait appuyer les multinationales, disons, canadiennes. Et ça, c'est un mauvais raisonnement. Et en général, les firmes multinationales font beaucoup de profits et c'est vraiment presque leur seul but. Ils ont peut-être des petits projets à côté, mais c'est pas comme les programmes d'aide au développement du gouvernement ou des ONG qui sont quand même des acteurs à but non lucratif. Alors, moi, j'ai une crainte que cette tendance maintenant à trop appuyer le secteur privé va devenir des genres de subventions pour des acteurs qui, en fait, font des profits. Donc, pour moi, il faudrait quand même faire attention avant d'utiliser trop d'argent de l'enveloppe de l'aide au développement pour appuyer le secteur privé international. Ceci dit, le secteur privé dans les pays en voie de développement, on peut les appuyer sans crainte, par exemple, pour des questions de, je ne sais pas, formation de chambres de commerce ou formation des entrepreneurs, etc.